Le bruit de la cire grinçante résonna dans l'appartement, comme un son de glace funèbre. Ma chérie, ma propre fille venait de m'enfermer dans ma chambre, ces mots résonnent encore dans l'air étouffant. Je ne sors pas d'ici tant que tu ne me donnes pas ta retraite, maman. Le clic métallique de la clé scella mon destin en ces dimanches étouffants, transformant mon propre foyer en prison. À 65 ans après une vie entière consacrée à elle, je me retrouvais prisonnière de l'enfant que j'avais porté dans mon ventre, bercé dans mes bras, protégé de tous les maux du monde. Mais maintenant, regardant cette porte fermée, je réalisais que j'avais peut-être protégé le monde d'elle. Les heures s'éternisaient, le ventilateur de plafond tournait paresseusement, répandant l'air chaud et lourd de l'appartement dans cette résidence où je vivais depuis 15 ans. Mes mains tremblaient tandis que j'essayais de comprendre la réalité. Ma fille unique, Chloé, 32 ans, m'avait enfermée dans ma propre chambre pour extorquer ma retraite. L'absurdité de la situation se mêlait à une profonde douleur au cœur, non physique, mais émotionnelle, comme si quelqu'un arrachait des morceaux de mon âme à main nue. Maman, je sais que tu es là, tu as de l'argent tous les mois pendant que je me noie dans les dettes, hurlait-elle de l'autre côté de la porte, sa voix un mélange de désespoir et de fureur. Ce n'est pas juste, je suis ta fille. Chaque mot était un coup de poignard. J'avais élevé cette créature qui me tenait maintenant prisonnière, et l'ironie amère de la situation m'étouffait plus que la chaleur de la chambre close. Assise au bord du lit que j'avais partagé avec mon défunt mari pendant 30 ans, je laissais mon esprit errer dans le labyrinthe de souvenirs qui m'avaient mené jusqu'ici. Chloé est née quand j'avais 33 ans, après 3 ans d'essai pour concevoir. Elle fut mon miracle, ma raison d'être, le centre de mon univers depuis son premier cri à l'hôpital. Son père, Antoine, était un homme simple, travailleur, qui rêvait de donner le meilleur à notre famille. Il travaillait comme mécanicien, et moi comme assistante administrative dans une petite entreprise de comptabilité. Je me souviens parfaitement du jour où Chloé a fait ses premiers pas. C'était un samedi matin, et elle était au milieu du salon, hésitante, tendant ses petits bras potelés vers moi. Antoine et moi avons applaudi comme si elle avait conquis le monde, et peut-être que pour nous, elle l'avait vraiment fait. À ce moment-là, j'ai juré que je ferais tout pour la protéger, pour m'assurer qu'elle ne connaîtrait jamais les difficultés que j'avais connues dans mon enfance humble. Les premières années furent magiques. Chloé était une enfant intelligente, curieuse, pleine de vie. Elle adorait dessiner, inventer des histoires fantastiques et rêvait d'être vétérinaire pour soigner tous les animaux du monde. Je travaillais à mi-temps pour pouvoir aller la chercher à l'école, l'aider avec ses devoirs, participer à toutes les réunions de parents. Antoine faisait des heures supplémentaires pour compenser ma réduction de temps de travail, mais il ne s'est jamais plaint. Nous étions une famille unie, heureuse malgré nos limites financières, mais la vie a une façon cruelle de tester notre capacité de résistance. Lorsque Chloé a eu 12 ans, Antoine a reçu un diagnostic de cancer agressif. En quelques mois, notre vie a basculé. Je me suis partagée entre le travail, les soins à mon mari et l'attention qu'une préadolescente confuse et effrayée avait besoin. Les factures de l'hôpital consommaient nos économies comme un incendie dévore la paille sèche. C'est à cette époque que j'ai commencé à céder aux premiers caprices excessifs de Chloé. Elle voulait des baskets de marque parce que toutes ses amies en avaient. Je faisais des heures supplémentaires pour les acheter. Elle voulait un téléphone portable cher pour se sentir intégrée. Je contractais des emprunts. Dans mon esprit tourmenté par la douleur imminente de perdre mon mari, je croyais compenser le manque de stabilité par des cadeaux matériels. Je plantais les graines d'un monstre que je ne découvrirais que des années plus tard. Antoine est décédé lorsque Chloé avait 15 ans. Les funérailles furent un flot de douleur, de larmes et de condoléances vides. Je me souviens de tenir la main de ma fille pendant que le cercueil descendait, promettant silencieusement de ne jamais la laisser manquer de rien, d'être père et mère pour elle. Cette promesse est devenue mon obsession, ma prison dorée. Sans les revenus d'Antoine, notre situation financière a dégringolé. J'ai dû retourner travailler à temps plein, parfois en faisant 2 emplois pour maintenir notre niveau de vie. Chloé, plongée dans le deuil et la confusion typique de l'adolescence, a commencé à se rebeller. Elle manquait les cours, sortait avec des amis douteux, rentrait à des heures impossibles. Lorsque j'essayais d'imposer des limites, elle explosait. Tu ne te soucies pas de moi. Tu penses qu'à travailler. Papa n'aurait jamais fait ça. Et moi, dévasté par la culpabilité et la fatigue, je cédais encore.
Les années du lycée furent un cauchemar constant. Chloé a changé de groupe d'amis plusieurs fois, gravitant toujours autour de ceux qui semblaient avoir plus d'argent ou moins de surveillance parentale. Elle a commencé à rentrer à la maison avec des vêtements que je n'avais pas achetés, avec des parfums chers, toujours avec une excuse toute prête. C'était un cadeau de « j'ai trouvé ça en solde, une cousine de m'a donné ». Je voulais y croire, alors je faisais semblant d'y croire. La première grande déception est arrivée lors de sa remise de diplôme. Chloé avait été acceptée en école vétérinaire dans une université privée, réalisant son rêve d'enfance. J'étais radieuse, fière, prête à me sacrifier encore plus pour payer les frais de scolarité très chers. J'ai travaillé à 3 emplois pendant le premier semestre, dormant 4 heures par nuit, me nourrissant de sandwichs et de café. Mais après 6 mois, j'ai découvert qu'elle avait abandonné ses études sans me le dire, utilisant l'argent des frais de scolarité pour autre chose. Je veux pas être vétérinaire, maman. C'était une idée d'enfant. Dit-elle avec une froideur qui m'a glacé le sang. Je veux travailler dans la mode, voyager, découvrir le monde. Je me suis sentie trahie, mais j'ai encore cédé. Si elle voulait faire des études de mode, je payerai. Si elle avait besoin d'un stage non rémunéré, je la soutiendrai. Si elle voulait découvrir le monde, je financerai ses escapades. Des années se sont écoulées et Chloé collectionnait les formations abandonnées comme des trophées secs. Mode, graphisme, marketing digital, photographie, gastronomie. Il y avait toujours une nouvelle passion, un nouveau rêve, un nouveau besoin urgent d'investissement. Et moi, aveuglé par l'amour maternel et la peur de la perdre, je trouvais toujours un moyen de financer ses caprices. Le schéma se répétait religieusement, cet enthousiasme initial, promesse de dévouement, quelques semaines de fausse application, puis l'abandon inévitable accompagné d'excuses élaborées. C'est les professeurs étaient incompétensés, c'est les camarades étaient jalousés, c'est le marché était saturé. Ce n'était jamais sa faute, il n'y avait jamais un moment d'auto-évaluation ou de prise de responsabilité. Petit à petit, j'ai réalisé que Chloé avait développé un sens du droit qui me terrifiait. Elle ne demandait pas, elle exigeait. Elle ne remerciait pas, elle considérait tout comme une obligation de ma part. Lorsque j'osais remettre en question ses dépenses ou lui suggérer de chercher un emploi, elle explosait en crise de colère sec. C'est le pendant qu'elle pense. Je n'ai pas demandé à naître. Tu m'as mise au monde, maintenant tu dois me soutenir. D'autres mères font beaucoup plus pour leurs enfants. La manipulation émotionnelle était devenue son arme favorite. Elle savait exactement où appuyer pour me briser. C'était papa serait déçu de voir comment tu me traites. C'était. Tu ne penses qu'à l'argent, tu ne t'es jamais vraiment soucié de moi. C'était. Je vais partir, et tu ne me reverras plus jamais. Et moi, terrorisé par la possibilité de me retrouver seul, je capitulais toujours. Les années ont passé dans un flou de sacrifices et de concessions. J'ai vieilli rapidement, le stress et la fatigue creusant des rides profondes sur mon visage. Ma santé s'est détériorée, hypertension, diabète, maux de dos qui me gardaient éveillé la nuit. Mais Chloé restait indifférente à ma souffrance, absorbée dans son monde de besoins imaginaires et de droits fantaisistes. Lorsque j'ai pris ma retraite à 16 ans, j'ai pensé que j'aurais enfin la paix. Je pourrais enfin vivre pour moi, peut-être voyager un peu, rendre visite aux amis que j'avais négligés pendant des décennies. Mais Chloé a vu ma retraite comme sa source de revenus garantie. C'était. Maintenant tu as du temps libre et de l'argent chaque mois. Chaque poisson va pouvoir bien vivre cet été. Et cet été, elle est revenue vivre chez moi, apportant avec elle une montagne de dettes et une attitude encore plus arrogante. C'est alors que j'ai rencontré Anne, ma voisine de palier. Anne avait mon âge, mais elle avait élevé 3 enfants seuls après la mort prématurée de son mari, tous bien réussis et indépendants. Elle travaillait comme bénévole dans une ONG qui aidait les familles en difficulté, et grâce à son expérience, elle a rapidement identifié ce que j'avais mis des décennies à comprendre. C'était, cher Sick, m'a-t-elle dit un après-midi, après avoir écouté une de mes lamentations sur le comportement de Chloé. C'était, tu n'as pas une fille. Tu as un parasite émotionnel que tu as toi-même créé. C'était. Ces paroles ont été comme une gifle, douloureuse mais nécessaire. C'était, Ma tête, tu m'as vaincu. C'est de la négligence. Tu ne protèges pas ta fille, tu la détruis. C'était. Anne est devenue ma confidente, ma conseillère officieuse.
Elle m'a montré des livres sur la codépendance, m'a expliqué des concepts comme c'était qu'un amour toxique sec, et c'était la triangulation émotionnelle sec. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai commencé à me demander si ma façon d'aimer aidait vraiment ma fille, ou si elle ne faisait qu'alimenter un monstre. De l'autre côté de l'appart, Chloé continuait ses cris et ses menaces. Elle avait pris mon téléphone dans mon sac avant de me enfermer, planifiant chaque détail de son chantage. C'était éthique. Maman, je dois de l'argent à des gens dangereux, c'est. Et si tu ne m'aides pas, ils vont me faire du mal, c'est. Encore une manipulation, une autre tentative d'exploiter mes peurs les plus profondes. Mais cette fois, quelque chose était différent. Peut-être était-ce l'isolement forcé, peut-être était-ce les conversations avec Anne qui résonnaient dans mon esprit, ou peut-être était-ce simplement la fatigue accumulée de 3 décennies passées en otage émotionnel de ma propre fille. Je ne ressentais plus de panique ni de désespoir. Je ressentais une étrange quiétude, comme si un épais brouillard se dissipait enfin. J'ai commencé à réfléchir à toutes les fois où j'avais cédé, à toutes les occasions manquées d'enseigner la responsabilité, à toutes les situations où j'avais choisi le chemin le plus facile au lieu du chemin juste. Combien de fois Chloé m'avait-elle manipulé avec de fausses larmes secs? Combien de promesses brisées avais-je pardonné c'est? Combien de fois m'avait-elle manqué de respect devant les autres? M'avait-elle rabaissé? M'avait-elle humilié c'est? Je me suis souvenu du jour où à 25 ans, elle avait crié sur moi au supermarché, parce que je refusais d'acheter un parfum de luxe qui coûtait la moitié de ma retraite. C'était tu es mauvaise mère sick. Toutes mes amies ont des mères qui se sacrifient pour leurs enfants sick. Avait-elle hurlé au milieu du rayon, tandis que d'autres clients me regardaient avec un mélange de pitié et de jugement. Ce jour-là, je suis sorti humilié, mais j'ai acheté le parfum. J'achetais toujours. Ou la fois où elle avait ramené un petit ami à la maison, un jeune homme visiblement impliqué dans la drogue, et lorsque j'avais exprimé mes inquiétudes, elle m'avait mise à la porte de ma propre maison sick. Sec, si tu ne l'aimes pas, c'est toi qui pars sec. Cette maison est aussi la mienne sick. C'était. J'ai passé 3 jours chez Anne, ne retournant que lorsqu'elle m'a appelé pour me dire que le petit ami était parti et qu'elle me s'était pardonné sick. Chaque souvenir était une couche d'humiliation, de dignité perdue, d'estime de soi brisée. J'étais devenu une ombre de moi-même, vivant uniquement pour satisfaire les caprices d'une femme adulte qui refusait de grandir, d'assumer ses responsabilités, de reconnaître l'impact destructeur de ses actes. Et me voici, enfermé dans ma propre chambre, extorqué par la personne que j'aimais le plus au monde. L'ironie était si cruelle qu'elle frisait le comique. J'avais créé un monstre de mes propres mains, en le nourrissant de mon amour mal placé, de ma peur de l'abandon, de mon besoin désespéré de me sentir nécessaire. Les heures passaient, et mon calme ne faisait qu'augmenter. C'était comme si je traversais un deuil, le deuil de la fille que j'imaginais avoir, de la relation saine qui n'avait jamais existé, de la mère que j'aurais pu être si j'avais eu le courage de dire cet énoncé quand il le fallait. Dehors, les supplications de Chloé avaient remplacé les cris secs. C'était maman, s'il te plaît, aide-moi sec. Je te promets que cette fois c'est différent sec. Je vais chercher du travail, je vais m'organiser, mais j'ai besoin de cet argent maintenant sec. Les mêmes promesses creuses, le même script appris par cœur après des décennies de manipulation, mais quelque chose d'extraordinaire se produisait en moi. Pour la première fois en plus de 30 ans, je ne ressentais aucune culpabilité. Je ne ressentais pas ce besoin urgent de résoudre ses problèmes, de me sacrifier pour soulager sa souffrance auto-infligée. C'était comme si un interrupteur s'était éteint dans mon esprit, me libérant d'une prison émotionnelle dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est alors que je me suis souvenu du tiroir de la table de chevet. À l'intérieur, précieusement gardée depuis des années, se trouvait une enveloppe qu'Antoine m'avait laissée avant de mourir. Il m'avait fait promettre de ne l'ouvrir que si un jour je me sentais perdu, ne sachant quelle direction prendre. Pendant toutes ces années, j'ai pensé que je n'aurais jamais besoin de l'ouvrir, que je pourrais gérer n'importe quelle situation seule. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le tiroir et pris l'enveloppe jaunie par le temps. L'écriture d'Antoine, encore reconnaissable malgré les années, m'a fait sourire pour la première fois depuis des semaines. C'était ma Thérèse chérie, pour quand tu auras besoin de te souvenir de qui tu es. J'ai ouvert avec précaution, comme si je déroulais une relique sacrée. À l'intérieur, 2 feuilles de papier à lettres, couvertes de l'écriture minuscule et gracieuse de mon défunt mari sick. Faites à ma chère Thérèse, si tu lis ceci,
c'est que le moment est venu pour toi de redécouvrir ta force. Je connais ton caractère, c'est trop généreuse, trop aimante, prête à te sacrifier jusqu'à la dernière goutte de sang pour ceux que tu aimes. Ces qualités font de toi la femme la plus merveilleuse que j'ai jamais connue, mais elles peuvent aussi être ta ruine. J'ai peur de ce qui pourrait arriver à notre Chloé si tu n'apprends pas à dire non. Elle montre déjà des signes inquiétants de dépendance affective, et ton amour inconditionnel pourrait devenir le poison qui la tuera lentement. Aimer, ce n'est pas donner tout ce que l'autre veut, Thérèse. Aimer, c'est avoir le courage de refuser quand c'est nécessaire, de fixer des limites, de permettre aux gens de faire face aux conséquences de leurs choix. Tu te souviens de quand nous étions amoureux, et que tu m'as raconté ton enfance sick. Comment ta mère était trop soumise, comment ton père contrôlait tout par des chantages émotionnels sick. Tu as juré que tu serais différente, que tu ne permettrais jamais à personne de te manipuler. Ne laisse pas l'amour maternel te transformer en la personne que tu as promis de ne jamais être. Notre fille a besoin d'apprendre à voler de ses propres ailes, même si cela signifie qu'elle tombera parfois. Si tu empêches toutes ces chutes, elle n'apprendra jamais à se relever seule. Et quand tu ne seras plus là, qui la soutiendra sick. De mon vie est au fond ne pas acheter qu'aussi aimé, baisser le trop de mon vie aimé, de hier temporairement. Mais un jour, elle comprendra que les 7 annoncés que tu auras dit ont été les cadeaux les plus précieux qu'elle ait pu recevoir. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je lisais et relisais chaque mot. Antoine avait exactement prédit ce qui allait arriver. Il m'avait laissé une carte pour retrouver le chemin vers moi-même. C'était comme s'il était là avec moi, me tenant la main, me donnant le courage dont j'avais besoin depuis des décennies. J'ai continué à lire Sick. Je sais que tu te demanderas si tu es une bonne mère en fixant des limites. Laisse-moi te répondre Sick. Tu seras une mauvaise mère si tu n'en fixes pas. Une mère qui n'enseigne pas le respect ne crée pas un enfant, elle crée un tyran. Une mère qui ne permet pas la frustration ne protège pas, elle incapacite. Te souviens de ta tante Antoinette, qui a élevé son fils en lui donnant tout ce qu'il voulait Sick. Il est mort à 35 ans, seul, endetté, sans avoir jamais rien construit de valeur dans sa vie, parce qu'il n'a jamais eu besoin de se battre pour quoi que ce soit. C'est ce que tu veux pour notre fille Sick. Thérèse, tu es plus forte que tu ne le penses. Tu as survécu à une enfance difficile, tu as construit une carrière, tu m'as aidé à affronter le cancer avec dignité, tu as élevé une fille pratiquement seule après mon départ. Tu possèdes une force intérieure capable de déplacer des montagnes, lorsque tu décides de l'utiliser. Il est temps d'utiliser cette force. Il est temps de choisir l'amour difficile au lieu de l'amour facile. Il est temps de sauver ta fille d'elle-même, même si elle ne comprend pas au début. Je t'aime éternellement, et je sais que tu prendras la bonne décision. Antoine Sick. J'ai fini de lire avec une sensation de renaissance. C'était comme si une version plus forte de moi-même s'était réveillée. Une version qui avait dormi pendant des décennies sous des couches de culpabilité, de peur et d'amour mal dirigé. Antoine avait raison. Il a toujours eu raison. J'étais devenu complice de la destruction de ma propre fille, camouflant ma lâcheté sous le masque de l'amour maternel. J'ai soigneusement rangé la lettre et me suis levé du lit. Je me suis dirigé vers la porte, et pour la première fois depuis des heures, j'ai parlé Sick. C'est Chloé. J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Sick. Et comme ça, maman Sick. Tu vas me donner l'argent Sick. Ses voix transpiraient le soulagement et l'attente. C'est que non, je ne le ferai pas. Le silence de l'autre côté était assourdissant. Puis, une explosion Sick. C'est que mon non Sick. Je t'ai enfermé là Sick. Tu ne sortiras pas tant que tu n'auras pas fait ce que je veux Sick. Sick and Sick. Sick and Sick. Tu as raison, je ne sortirai pas. Et tu sais pourquoi Sick? Parce que pour la première fois en plus de 30 ans, je suis exactement là où je dois être. Sick. Sick. Qu'est-ce que tu racontes, maman Sick? Tu as perdu la tête Sick. Sick and Sick. Sick and non, ma fille. J'ai enfin retrouvé mon équilibre. Sick. Ma voix était calme, mais ferme. Sick. Tu peux me garder ici aussi longtemps que tu veux. Tu peux crier, tu peux pleurer,
tu peux menacer. Mais je ne serai plus l'otage de ta terreur émotionnelle. Sick, sick and sick. Maman, les gens à qui je dois de l'argent vont me faire du mal. Sick. Tu ne comprends pas. Sick, sick, sick and sick. Sick, sick. Je comprends parfaitement. Et pour la première fois, je vais te laisser affronter seul les conséquences de tes choix. Sick, 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 sick. Era como si tivesse descoberto superpoder que sempre estivera lá, esperando para ser ativado. Sick, 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 sick. Elle est même allée jusqu'à simuler un malaise, jouant une crise d'angoisse qui, dans d'autres circonstances, m'aurait fait enfoncer la porte pour la secourir. Mais je suis resté ferme, ancré dans la sagesse des mots d'Antoine et dans la clarté mentale que j'avais enfin atteinte. Ce n'était pas de la cruauté, c'était de l'amour. Le genre d'amour qu'Antoine avait écrit dans sa lettre, difficile, douloureux, mais transformateur. Le soir, lorsque les cris eurent enfin cessé, et qu'un silence étrange envahit l'appartement, j'entendis le bruit de la clé tournant dans la serrure. La porte s'ouvrit lentement, révélant Chloé au visage tuméfié par les larmes, les cheveux en désordre, l'air de celle qui avait mené une guerre éperdue. « Maman !» Sa voix était un murmure brisé. « Pourquoi tu me fais ça ?» Je me suis levé du lit, et j'ai marché jusqu'à elle. Pour la première fois depuis des années, j'étais plus grande, plus imposante. Non pas parce que j'avais grandi physiquement, mais parce que j'avais retrouvé ma dignité. Je ne te fais pas ça, Chloé, je le fais pour toi. Et pour moi, je ne comprends pas, je sais, mais un jour, tu comprendras. J'ai pris sa main, remarquant à quel point elle était froide et tremblante. Tu as 32 ans, ma fille. Tu es une femme adulte, intelligente, capable. Mais je n'ai jamais permis que tu le découvres, parce que j'étais trop occupée à être ta béquille émotionnelle. Maman, j'ai peur. Pour la première fois, j'ai entendu de la vulnérabilité réelle dans sa voix. Pas de manipulation, pas de comédie, mais la peur authentique d'une femme qui n'avait jamais eu besoin d'affronter le monde seule. Je sais que tu as peur, et c'est normal d'avoir peur. Mais la peur ne peut pas être une excuse pour ne pas grandir, ne pas vivre, ne pas assumer ses responsabilités. Nous avons marché jusqu'au salon, et nous nous sommes assises sur le canapé, l'une en face de l'autre. C'était comme si nous faisions connaissance pour la première fois. « Que vais-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, véritablement perdue. « Tu feras ce que toute personne adulte fait. Tu trouveras des solutions. Tu chercheras du travail. Tu négocieras tes dettes. Tu apprendras à vivre selon tes moyens. Et tu découvriras que tu es beaucoup plus forte que tu ne le penses. Et si je n'y arrive pas, alors tu échoueras, tu tomberas, et tu apprendras à te relever, comme tout le monde. » Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère, et peut-être l'était-elle vraiment. La mère docile, soumise, toujours prête à résoudre tous les problèmes était morte dans cette chambre. Une femme qui avait enfin appris la différence entre aimer et être complice, était née. Les jours suivants ont été difficiles, mais différents. Chloé a testé ma détermination à plusieurs reprises, mais n'a rencontré une version renouvelée de moi-même, immunisée contre ses anciennes tactiques de manipulation. Quand elle a pleuré, je lui ai offert du réconfort, mais pas de solution financière. Quand elle a menacé de partir, je l'ai aidée à faire ses valises. Quand elle a promis des changements en échange d'une aide supplémentaire, j'ai souri et j'ai dit que je croirais quand je verrai des actions, pas des paroles. C'est alors qu'elle a réalisé que la dynamique avait changé pour toujours. La source inépuisable de ressources financières et d'absolution émotionnelle avait tari. Elle devrait trouver une autre façon de vivre, une autre façon de se lier à moi,
une autre façon d'exister dans le monde. La transformation n'a pas été immédiate ni linéaire. Il y a eu des rechutes, des tentatives désespérées de reprendre le contrôle sur moi, des moments où elle a failli me briser avec sa douleur authentique. Mais j'avais appris la différence entre aider et nuire, entre aimer et être complice. 3 mois après l'épisode de la chambre, Chloé a trouvé un emploi de réceptionniste dans une clinique vétérinaire. C'était un travail simple, mal payé, bien en deçà de ses qualifications et de ses attentes. Mais c'était un début. Pour la première fois de sa vie adulte, elle subvenait à ses propres besoins. « Maman », a-t-elle dit un soir, rentrant à la maison fatiguée, mais avec une lueur différente dans les yeux. Aujourd'hui, l'une des vétérinaires m'a demandé si je ne voudrais pas suivre une formation d'assistante vétérinaire. Elle a dit que j'avais le don avec les animaux. J'ai senti mon cœur se réchauffer, non pas parce qu'elle envisageait d'étudier quelque chose d'utile, mais par la façon dont elle l'a dit, sans attendre que je paie, sans demande immédiate, simplement en partageant une possibilité. Et qu'as-tu répondu? Que je vais rechercher les coûts et voir si je peux obtenir un financement. Peut-être qu'il est temps pour moi de recommencer à rêver de travailler avec les animaux. Ce soir-là, pour la première fois depuis des décennies, j'ai dormi profondément. Non pas parce que tous les problèmes étaient résolus, mais parce que j'avais enfin cessé de porter le poids du monde et de la vie de ma fille sur mes épaules. 6 mois plus tard, Chloé s'est inscrite à la formation technique en utilisant ses propres revenus et un prêt étudiant. Elle a déménagé dans un petit appartement qu'elle partage avec une collègue de travail. Nos conversations sont devenues plus légères, plus équilibrées. Elle avait découvert qu'elle était capable de vivre sans ma dépendance financière et émotionnelle. Et j'avais découvert que je pouvais l'aimer sans me nier à moi-même. Anne, qui a suivi tout mon parcours, a souri quand je lui ai raconté les progrès de Chloé. « Tu sais ce que tu as fait ?» m'a-t-elle dit. « Tu as rendu sa fille à elle-même. Pendant toutes ces années, elle n'était pas une personne, elle était une extension de toi. Maintenant, elle est en train de découvrir qui elle est vraiment. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que ce dimanche étouffant, lorsque j'ai été enfermé dans ma propre chambre, n'a pas été le jour de mon humiliation, c'était le jour de ma libération. C'était le jour où j'ai cessé d'être victime de ma propre bienveillance mal dirigée. Et je suis devenue la mère dont ma fille avait vraiment besoin. J'ai appris que aimer véritablement signifie parfois infliger une douleur temporaire pour éviter une souffrance éternelle. Cela signifie avoir le courage de décevoir dans le présent pour ne pas détruire l'avenir. Cela signifie enseigner que la vie a des limites, des règles, des conséquences, non par cruauté, mais par amour. Si vous lisez cette histoire, et vous vous reconnaissez dans un personnage, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour redécouvrir sa force intérieure, pour établir des limites saines, pour transformer des relations toxiques en liens authentiques. La clé de la libération a toujours été entre nos mains. Parfois, il suffit d'avoir le courage de l'utiliser, même si cela signifie fermer la porte à ceux qui insistent pour nous maintenir prisonniers de notre propre bonté. Et si cette réflexion vous a intéressé, si elle a touché quelque chose de profond en vous, pensez à vous abonner pour continuer à recevoir des récits comme celui-ci. Des histoires vraies qui nous aident à voir plus clairement les schémas qui parfois nous emprisonnent sans que nous le remarquions. Car parfois, pour que l'amour survive et fleurisse, nous devons avoir le courage de briser les chaînes invisibles qui nous lient. Même si ces chaînes ont été forgées avec les meilleures intentions du monde. La véritable liberté, je l'ai découvert, n'est pas de faire tout ce que nous voulons, mais d'avoir la sagesse de savoir quand arrêter de faire ce que nous avons toujours fait. Aujourd'hui, à 66 ans, j'ai enfin appris la différence entre être une mère et être une femme qui a une fille. Et cette différence a tout changé.